Chaque année, le Mali enregistre des milliers de candidats au pèlerinage à la Mecque. Rien que cette année, le pays compte plus de 13 000 pèlerins, ce qui correspond à un coût global de plus de 100 milliards de francs CFA. En moins de 5 ans, le prix du Hajj a quasiment doublé, mais comment expliquer que dans le même temps, les candidats n'ont jamais été aussi nombreux? Qu'est-ce qui explique justement cette hausse des prix? Le Hajj profite-t-il au Mali ou seulement à l'Arabie Saoudite? Pèlerinage à la Mecque, un précieux business, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir et merci de nous retrouver dans Entreprendre, votre magazine bimensuel dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Pèlerinage à la Mecque, un précieux business, c'est une question et c'est le titre de cette émission. Avant d'en parler, je vous invite à découvrir le portrait de notre invité principal. Plus connue sous le nom de Madame Cissé Fatimata Kouyaté, de son nom d'état civil, est la coordinatrice de la commission du pèlerinage de la filière privée. Depuis 33 ans, elle est la directrice générale de Timbuktu, une agence de voyage. Cissé Fatimata Kouyaté est également depuis 2005 la responsable de la société d'événementiel Espace Communication Monde, ECM. Mais avant ça, entre 1984 et 1989, Madame Cissé a travaillé dans l'administration publique en qualité de chargée de statistiques et de projets touristiques au commissariat au tourisme, puis chef d'agence à la Société malienne d'exploitation des ressources touristiques. Durant sa quarantaine d'années de vie professionnelle, la native de la région de San a occupé plusieurs postes de responsabilité généralement en rapport avec le secteur touristique. Madame Cissé a notamment été présidente du Conseil patronal de l'industrie du tourisme en 2005. De 2006 à 2007, elle a été directrice de publication d'Abedi, un magazine mensuel d'information sur le tourisme, les affaires, l'emploi et les traditions. En 2009, CFK a été présidente de la commission tourisme et hôtellerie de la Chambre de commerce de l'industrie du Mali. Au niveau des organisations sous-régionales, la Malienne de 64 ans a été vice-présidente chargée de la fiscalité et de l'environnement de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie de l'espace UEMOA en 2009. En 2020, elle était vice-présidente chargée de la communication de la Confédération des organisations patronales de l'industrie, du tourisme, de l'espace CEDEAO. Lors de ces dernières décennies, Cissé Fatimata Kouyaté a été de tous les combats pour les droits des femmes d'abord en tant que vice-présidente du réseau des femmes leaders du Mali, puis en qualité présidente de l'Alliance des femmes entrepreneurs du Mali, AFEMA. Du point de vue académique, Fatimata Kouyaté est titulaire depuis 1983 d'une maîtrise en économie du tourisme et restauration de l'Académie des sciences économiques de Bucarest, en Roumanie. Elle compte également plusieurs attestations de formation parmi lesquelles on peut citer celle effectuée en France en marketing, tourisme et e-commerce en 2002 à l'IFCM, unité de formation Cannes Méditerranée, ou encore à l'ENA de Paris en management en 2010. Mariée et mère de 3 enfants, Cissé Fatimata Kouyaté parle plusieurs langues, dont l'anglais et le roumain. Elle est l'invitée principale de Entreprendre.
Pour nous éclairer sur l'organisation du Hajj, j'ai le plaisir de recevoir notre invité principal qui n'est autre que la présidente de l'Association malienne des agences de voyage et de tourisme, Madame Cissé Fatoumata Kouyaté. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes la présidente donc, de l'Association des agences de voyage, mais vous êtes surtout la coordinatrice de l'organisation du pèlerinage de la filière privée. Cette coordination que j'assure est issue d'une collaboration de toutes les agences de voyage organisatrices de Hajj et qui ont compris qu'il faut que nous nous mettions ensemble pour que les choses marchent bien pour nous. Donc c'est dans ce sens que nous avons eu à mettre en place une commission d'organisation du Hajj. Et cette commission d'organisation du Hajj est formée de toutes les associations également d'agences de voyage qui sont en même temps elles aussi organisatrices du Hajj. Donc, quand vous dites toutes les associations, on parle de combien d'agences de voyage qui sont affiliées à peu près? Non, en ce moment-là, c'est les associations qui se forment et qui ont un nombre impartial différent d'agences. Et qui, chaque fois qu'il y a un certain nombre d'agences de voyage qui se mettent ensemble pour créer une association, elles peuvent demander en ce moment à être membres de cette commission que nous avons créée à cet effet-là. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais cela a été dit dans votre portrait. Vous êtes la directrice générale de Timbuktu, donc, qui est une agence de voyage. Vous êtes la présidente donc, de l'association des agences de voyage. À ce niveau, ça a été créé quand? Il y a combien d'organisations ou d'associations qui militent à peu près? Je sais qu'on a plus de 300, pas de plus de 300 agences de voyage au Mali, ou bien c'est moins? Les agences de voyage sont à 700 maintenant. 700 maintenant, agences de voyage légalement constituées. Légalement constituées. Et toutes ces agences sont affiliées à l'association? Non, malheureusement, justement, nous, Amavete, nous avons été créés en 1990. Nous sommes la première association d'agences de voyage créée au Mali en 1990. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes 265 membres. 265 agences de voyage membres de l'Amavete. Maintenant, à côté de l'Amavete, il y a d'autres associations qui se sont créées également. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons 15 associations d'agences de voyage. Et nous toutes, nous militons au sein de cette commission d'organisation. Malgré la hausse du coût du Hajj, les Maliens sont toujours aussi nombreux à se rendre à la Mecque pour justement participer à ce 5e pilier de l'islam. Les raisons sont évoquées dans ce grand angle. Le pèlerinage à la Mecque, appelé Hajj, est le 5e pilier de l'islam. Il s'effectue entre les 8 et 13 du mois lunaire, c'est-à-dire le 12e mois de l'année musulmane Dhul Hijja. Tout musulman se doit d'accomplir le Hajj au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens financiers et physiques, selon les textes islamiques. Cette année, il correspond à la période du lundi 26 juin au samedi 1er juillet. Les coûts du pèlerinage 2023 ont été fixés au Mali à 4 166 425 francs CFA pour la filière gouvernementale et 4 675 000 francs CFA pour celle du privé. En ce qui concerne la filière privée, de nombreuses agences de voyage locales promettent d'organiser tout le séjour en Arabie Saoudite une fois l'intégralité du montant payé par le candidat au Hajj. Ni pèlerin nana agence de voyage là. D'abord, c'est un gagnant de bas qu'on a kata hiji là. Donc na c'est l'agence là, agence moba bismillah ka prix foanyena. Bon, nyine hiji prix 4 675 000. En cas privé là. On va y la fana fin bête là. Quand tu as un passeport là, quand tu as une visite médicale là, quand tu as un billet son, tu as fin maganjamana, tu as hôtel ni gaduni, mi madina ni magan, minani arafa, kasaki kana malila, au bête là. O wini nga fen folo mina ika nina anika carte d'identité anika wolo sebe donc ikon ibina nuli na borola ato bebe warin kono. Une fois le montant du Hajj payé, l'ensemble des candidats bénéficient d'une formation de 3 jours
à la maison du Hadj sans frais supplémentaires. Formation abe mime di ambulo hiji deuma abe taliga hiji re monedo hiji nafa jume mala hiji condition jume mala hiji nebe boyangata ibe laben jume sabati hiji biti jume mala abe double line jume kama lansara madina bara jume kanga kay madina sigi kle damado bara jume kanga ke no ye bara munu kanga ke madina sigi kono kamne visiter au kella kamne misro sella ani gatabo misri wala ani gatabo kabru dona olo baro fana be kambulo o kofi ame soro ka kuma iji umra re ketuga ka umra kanga ke ketugo mina obe nyafo iji fana kanga ke ketugo mina obe nyafo formation me kan tuga ala o kofi ame soro ka kuma fen sabana minga wali sabana mi no be ke ore hiji ni umra re pratique keli comme alkaba la degi beya sofan marwa la degi beya bele fulero la degi beya o baro fana be kambulo tugola ka alkaba munmunu tugo yira maula ka sofan marwa bol tugo yira maula ka bele fuli tugo yira maula o anga formation mécanique tugo inela. En 2018, le coût du Hadj au Mali était de 2 850 000 francs CFA pour la filière privée. Mais à présent, ce montant a quasiment doublé, soit 1 825 000 francs CFA de plus. Malgré la hausse exponentielle, les candidats sont toujours aussi nombreux. Islamia Josin Durunande Hiji Keli Atwar Teche Adama Deuma Islamia ne war sorokawa hakli be fen folo mi igala bato nai o Islamia ga war nyini kunde iga ala bato o fen fen na be do ala ko dafe sigata la mu'mini te ulaje ka fo ninga cha walma ninga do abaga na folo do dafe kasra mo jate o de ato iji war mana cha tugo maubeta kadaka ukala batono kadaka Islamia Josin Durunano kadaka feno be aljina soroni femi yami wati mingono jama be hiji nofe salo maubea nina fana ma chaman to semena azazi membe kaka mauma dafa o kadogo kosebe kadaka ma chaman be oyaka kotare atteint maunali sababia kama. Pour certains, le secteur n'est pas assez régulé, ce qui fait que certaines agences de voyage en profitent pour faire la pluie et le beau temps. Un businessman ou bien un commerçant qui ouvre son agence qui veut transporter les pèlerins et il essaye de faire le maximum de profits. Alors, s'il n'y a pas une autre partie qui peut réglementer, qui peut couper court à ça, et la voie est libre à tout. Donc, comme ça, on peut dire que les gens, il y en a qui en profitent. Il y en a qui en profitent. D'autres expliquent les récentes augmentations du coût du Hadj pour les pèlerins maliens par la hausse du prix du pétrole au niveau mondial suite à la guerre en Ukraine. À cela, ils ajoutent la hausse vertigineuse du coût des prestations en Arabie Saoudite, principalement dans les villes de Mina et Arafat. Mais pour cet encadreur de Hadj, il est bel et bien possible de réduire le coût du pèlerinage au niveau national. Organiser le Hadj à moindre coût, c'est possible. Organiser le Hadj à un prix accessible à tous, c'est très possible, c'est très faisable. Mais il faut que, comme j'ai dit, l'État s'implique. On ne peut pas avoir le Hadj à moindre coût si l'État ne s'implique pas. Comme j'ai dit, il faut que l'État vienne en avance, réserver les hôtels, réserver les avions, réserver les bus, réserver tout ce qu'il y a à faire dans le produit Hadj pour pouvoir trouver le prix à moindre coût. Par exemple, à la Mecque, au jour d'aujourd'hui, l'hôtel qu'on peut prendre à $1000. Il y a 6 mois, si on l'avait réservé, on allait avoir à moins de $1000, on allait l'avoir à 600, $700. Donc les $300 restants là, on économise ça sur le prix. En 2019, le Royaume d'Arabie Saoudite a enregistré 2,5 millions de pèlerins. La contribution à son économie était estimée à plus de 7 305 milliards de francs CFA, ce qui fait du tourisme religieux la deuxième source de revenus du pays après le pétrole. Avant de poursuivre notre débat, j'ai le plaisir de recevoir deux autres invités. D'abord, Imam Ousmane Diarra, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère. Vous êtes le premier secrétaire chargé de la jeunesse au Haut Conseil islamique. Par ailleurs, vous êtes le président de l'Association malienne des jeunes musulmans. C'est bien cela? Effectivement. Déjà, est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter cette association dont vous êtes le président?
L'AMGM, c'est une association de jeunes qui a été créée en 1992, qui vise à sensibiliser les jeunes, à les faire comprendre le message de l'islam, à travers des activités qu'on organise qui visent les jeunes filles et garçons. C'est une association vraiment dynamique qui travaille dans les quartiers et qui collabore aussi avec d'autres structures. Et c'est ça qui a fait qu'elle a pu obtenir le poste de premier secrétaire au niveau du Haut Conseil islamique du Mali, qui est une structure faîtière des associations islamiques au Mali. Et à ce niveau, et au niveau du Haut Conseil islamique, qu'est-ce que vous faites en tant que secrétaire chargé des jeunes? Vous mobilisez ces jeunes justement pour la cause? C'est l'organisation, nous essayons de coordonner les activités de ces associations, essayer vraiment de voir peut-être des champs ou des champs d'intérêt communs à ces associations, comment les gens peuvent collaborer, peuvent travailler ensemble pour l'intérêt de l'islam. Notre troisième invité ce soir est professeur Abdul Karim Diamoutene. Il est enseignant-chercheur à la FSEG, Faculté des sciences économiques et de gestion. Il est surtout économiste. Professeur Diamoutene, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur un plateau que vous connaissez assez bien. Merci, bonsoir à vous également. Merci aux co-débatteurs. Alors justement, on va voir notre première infographie pour rentrer pleinement dans le débat de ce soir. Cette première infographie porte sur le quota des pèlerins maliens. On parle d'un quota, si on prend pour cette année 2023, on parle de 13 300 pèlerins maliens. En 2019, c'était déjà le même quota, donc 13 323. En 2020 et 2021, c'était suspendu, donc il n'y avait pas de pèlerinage. En 2022, c'était 6 032 pèlerins. Madame Cissé, c'est resté constant si on prend 2019 et 2023. Bon, on pourrait parler de cassure surtout, parce que le pèlerinage a été constant jusqu'en 2019 avec l'avènement de la Covid-19. Donc nous avons été contraints d'arrêter, pas nous, mais c'est des consignes qui sont venues d'Arabie Saoudite qui ont quand même stoppé l'organisation du Hajj même. Donc 2020-2021, il n'y a pas eu d'organisation, il n'y a pas eu de Hajj en réalité pour nous autres. Imam Diarra, dans l'histoire même du pèlerinage, il y a eu des fois où il n'y a pas eu de pèlerinage, c'est bien cela? Oui. Donc 2020-2021, ce n'était pas forcément des exceptions? Tout à fait, il y a eu des cas où il y a eu des réductions compte tenu de certaines situations exceptionnelles que les Hajj a été peut-être annulé d'une manière à une autre. Ce n'était pas une exception par rapport au... Mais du point de vue de la foi, rassurez-moi, cas de force majeure, il n'y a pas de problème, c'est ça? Oui, c'est une adoration qui doit se faire dans des conditions. Et parmi les conditions, il faut la sécurité et il faut les moyens. Quand les gens ne sont pas en sécurité, les Hajj n'est pas une obligation sur les musulmans. Et pour revenir au quota, c'est qu'il faut dire qu'il y a, pour déterminer les quotas des pays, il tient compte de la population. Quand vous dites, vous faites allusion à l'Arabie Saoudite. Ça, d'accord. Ça va? Bon, ce qu'il faut dire en plus, que le Hajj a été arrêté, il y a eu des problèmes avec le Covid, mais ce qu'il faut dire aussi que nos données ne sont pas actualisées en Arabie Saoudite, qu'il faut revoir aussi au niveau de nos autorités pour que la population malienne, on n'ait plus de... On n'est plus à 22 millions comme c'était le cas et où on avait arrêté à 13 000. Donc maintenant, il faut revoir. Il faut revoir, il faut actualiser les données. Justement, professeur Diamoutene, je vous donne la parole juste après cette autre infographie qui va nous amener cette fois-ci à voir le quota des pèlerins chez nos voisins. Et là, on va se rendre compte que le Mali n'est pas premier quand on prend l'espace UEMOA en termes de quotas. Le premier, c'est le Niger, où ils ont 15 891. Donc, ils ont la possibilité d'avoir 15 891 pèlerins. Ensuite, le Mali vient en deuxième position, même si dans ce classement, on ne le voit pas, parce que le Mali est à 13 000 et quelques. Le Sénégal à 12 860. On a la Côte d'Ivoire qui est à 10 000 donc pour cette année. Et le Burkina Faso qui est à 8 160.
63. Donc, on tient compte de la population de ces pays. Et c'est vrai que quand on regarde au niveau de la CEDEAO, le Nigeria est devant, donc loin devant, compte tenu effectivement de sa forte population. Mais au niveau Afrique, c'est l'Égypte qui domine. Professeur Diamoutene, une réaction? Et l'attribution de ces différents des nombres de quotas peut-être dépend beaucoup plus du pays d'accueil, qui tient compte d'un certain nombre de facteurs. C'est-à-dire peut-être de population et d'autres éléments peut-être d'ordre administratif et structurel. Donc c'est sur la base de ça. Maintenant, les techniciens du domaine, c'est eux qui pourraient dire pourquoi. Moi, je pense que, comme l'imam a eu à le dire, le Mali aurait dû bénéficier d'un quota plus important que celui qu'il a. Parce qu'en réalité, le Mali devait avoir plus de 20 000 en termes de quotas. Maintenant, nous aussi, parce que nous ne participons pas totalement aux négociations concernant le quota. Comme vous le savez, il y a une mission préparatoire du Hajj. Et c'est pendant cette mission préparatoire du Hajj que le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, la maison du Hajj et des représentants de la filière privée se rendent pour ces négociations. Mais en réalité, comme on a eu à le dire, le correspondant des autorités saoudiennes, c'est l'administration territoriale, c'est-à-dire c'est l'administration du Hajj du Mali, en l'occurrence le ministère des Affaires religieuses du culte, qui discute du quota. Maintenant, nous ne savons pas pourquoi depuis belle lurette, le Mali ne peut pas prétendre à plus de 13 323 et que même en 2020, nous avons été obligés de revenir à 44% du quota normal qui a été donné au Mali. Mais en même temps, le Mali n'a pas fait de recensement, si je ne dis pas de bêtises, je parle sous votre contrôle, professeur Diamoutene, ou depuis 2009 au moins. Et donc, c'est sur peut-être cette base-là, des données fiables qu'on a, qu'on peut éventuellement négocier avec les autorités saoudiennes. Okay. On va voir cette autre donnée qui va cette fois-ci nous amener à parler du coût du Hajj pour l'année 2023 au niveau du Mali. Pour la filière privée, on parle de 4 675 000 francs CFA. Et pour la filière gouvernementale, on parle de 4 166 425 francs CFA. Madame Cissé, sur quelle base ces prix ont été définis? En réalité, nous avons comme habitude de nous mettre ensemble pour définir les coûts du Hajj. C'est-à-dire, si je dis nous, il y avait la grande commission d'organisation du pèlerinage qui était constituée en son temps du ministère des Affaires de l'administration territoriale, du ministère du Tourisme et des agences de voyage. Nous nous mettions ensemble pour discuter du coût du pèlerinage. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui? Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des changements au niveau de l'État même. Parce que ce n'est plus l'administration territoriale qui s'occupe du Hajj, c'est le ministère des Affaires religieuses et du culte et des coutumes qui s'occupe du Hajj. Donc, comme nous avons un mini cadre de concertation avec eux, ils ont les différents paramètres qui peuvent leur permettre de définir leurs coûts. Parce que peut-être on va en parler plus tard, la filière gouvernementale dit ne pas faire de profit. Donc comme nous faisons du profit, donc nous n'avons pas le même coût. Donc on ne peut pas parler de la même voie, on ne peut même pas parler de la même manière. Mais toujours est-il que le coût du Hajj est fonction du coût fixé par les différents prestataires de services en Arabie Saoudite. C'est ces prestations qui nous permettent, nous, de fixer le coût. Donc, mais tout à l'heure, on a entendu un monsieur dire dans le reportage qu'en réalité, si on s'y prenait un peu plus tôt, si on s'y prenait de la meilleure des manières, parler certainement des autorités, on pouvait réduire le coût du Hajj. Il a même donné un exemple en disant que si on s'y prenait un peu plus tôt, en réservant les hôtels, en prenant un hôtel qui est actuellement à $1000, il peut peut-être être 6 mois en arrière à $600. Donc, vous ne partagez pas cet avis? J'aimerais approcher M. Samassa pour qu'il me donne... Monsieur Samassa, la personne qui s'exprimait dans le reportage. J'aimerais l'approcher pour qu'il me dise quelles sont ces petites astuces qui lui permettent d'avoir un tarif plus bas. En tout cas, ce que nous savons que cette année, il y a eu une hausse vertigineuse de certains coûts, de certaines prestations. D'abord, il faut parler de la hausse du carburant en Ukraine. Il faut parler également du coût de change du dollar.
Il faut parler également du coût des prestations en Arabie Saoudite, qui sont allés à 400% d'augmentation. 400% d'augmentation. Donc, il faut, quand nous tenons compte de tout cela, il va sans dire que ipso facto, nous sommes obligés d'aller, autrement dit, c'est à perte que nous allons travailler. Et nous ne sommes pas là pour travailler à perte, nous avons un devoir de résultat. Mais Madame Cissé, pardon, mais tout à l'heure, on va voir justement le prix d'autres pays, des pays voisins. On va voir qu'il y a une grande différence et justement, on va revenir sur cette question du coût. Mais Imam Diarra, ces coûts-là tiennent compte de quoi? Je pense que par rapport au coût, effectivement, l'idée même, la philosophie derrière le Hajj a changé même en Arabie Saoudite. C'est qu'au début, il faut dire que l'Arabie Saoudite investissait réellement au Hajj pour soutenir ou pour vraiment permettre au maximum de musulmans de soutenir. La famille royale prenait même des gens gratuitement pour leur permettre de faire le Hajj. Mais maintenant, la philosophie avec la crise, avec tous les changements qu'il y a aussi en Arabie Saoudite, il y a eu ces changements qu'il faut rentabiliser les Hajj. Il faut que les Hajj puissent contribuer à l'économie. L'Arabie Saoudite veut faire du tourisme religieux. Et qui est normal aussi, qui est normal. La religion musulmane n'écarte pas cela. Le principe du Hajj dans le Coran, quand Allah a parlé de ça, il a parlé des intérêts, il a parlé de commerce, d'échange. Le Hajj même est fait pour ça. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Pour moi, ici, le fait qu'on fixe des prix, des tarifs pour les filières privées et d'autres tarifs pour des filières gouvernementales, vraiment, moi, je trouve ça anormal un peu. Pourquoi? Pour les mêmes Maliens, l'État subventionne ou on permet à certains de profiter de certains avantages et on prive d'autres au détriment de d'autres. Et je pense que pour vraiment que les Hajj jouent sur le coût des Hajj, moi, je pense que l'État doit se retirer et laisser qui revient sur le rôle de les régulateurs, ça va, et que les agences puissent faire de concurrence entre eux par rapport au prix. Mais est-ce que justement la spéculation... Là, oui. Qu'est-ce que l'État peut les accompagner en mettant des fonds de garantie pour les Hajj? Et là où il a dit, par exemple, si on peut réserver les hôtels ou réserver peut-être des vols à l'avance, peut-être ça peut jouer sur certaines... sur le coût. Sur le coût. Et on sait que les agences, comment ils fonctionnent. Madame est en train de sourire. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés. Les agences ne disposent pas de moyens. Ils attendent l'argent des pèlerins, la plupart, pour commencer les démarches. Alors, en ce moment, ça trouve que le temps est déjà parti. Et donc, moi, je pense vraiment, chaque fois, je ne parviens pas vraiment, le fait qu'on fixe un montant pour le filière gouvernemental et un autre montant pour le privé, vraiment, je pense que dans le même pays... il y a une sorte de discrimination. Professeur Diamoutene, vous partagez cet avis? Bon, mais avant, vous avez parlé de recensement de la population. Elle se fait généralement à l'intervalle de 10 ans. Je crois qu'il y a un recensement qui a actuellement, qui est en cours. Bon, ils sont en train de traiter, mais on a une idée déjà presque de la population. Alors l'idée, c'est quoi aujourd'hui? Bon, un peu plus de 20 millions. D'aucuns parlent de 22. On parle déjà 22 millions à l'époque. 23. Mais au fait, même si avant ces recensements, c'est qu'il y a un taux qu'on applique en général, le taux intercensitaire. C'est-à-dire, en l'intervalle de 10 ans, on connaît l'évolution de la population malienne, elle est connue. Et c'est comme ça dans tous les pays. Et donc, si le quota du Mali est réduit, ce n'est pas forcément lié à un déficit de statistiques, quoi. Et peut-être c'est seulement lié à d'autres facteurs qui ne sont pas des données relatives à la population. Bon, maintenant, par rapport à ce qu'il dit, il faut comprendre que l'État, vous savez, au niveau du privé, ils ont support de coûts que peut-être l'État ne supporte pas. Parce que quand l'État est impliqué dans le processus d'organisation, c'est à travers soit des fonctionnaires, etc., qui bénéficient déjà de leur salaire, etc. Donc, du coup, peut-être au niveau des ressources humaines, vous verrez que peut-être le coût n'est pas aussi exorbitant comme au niveau du privé. D'autres facteurs, parce que l'État, c'est l'administration publique. Et donc aussi, ils ont accès peut-être à l'électricité, beaucoup d'autres facteurs, n'est-ce pas, qui ne tiennent pas compte peut-être de ces différents éléments. Mais toujours est-il que, bon, je suis entièrement d'avis. Je suis entièrement d'avis que c'est une discrimination qu'à l'intérieur... Le juge est parti en même temps. Non, bon, ça c'est un autre élément, sans quoi, normalement, parce que si on veut regarder le Hajj dont il est question, ce n'est rien d'autre que si on veut parler techniquement, ce n'est que du tourisme.
de tourisme religieux. Maintenant, quand je vais dans une activité touristique, il y a un mobile qui m'anime. Maintenant, dans le cas du Hajj, c'est le mobile religieux qui anime. Donc, l'État peut vous laisser sans pour vous accompagner. Ce n'est pas une obligation pour l'État de vous accompagner. Parce que si l'État vous accompagne, vous en tant que musulman, votre mobile est religieux, l'autre qui n'est pas forcément musulman, qui a un autre mobile aussi on dirait que pour des questions d'équité, d'égalité, donc une certaine injustice. Mais on ne va pas rentrer dans tout ce débat. Donc pour moi, c'est une question d'organisation, comme il l'a dit, et c'est difficile. Parce que je ne comprends pas. Vous voyez, regarde l'écart de coût. L'écart de coût pour 2022, c'est plus de 700 et quelques mille francs entre le coût public et le coût privé. Donc, pour le même produit, donc ça devient un peu compliqué. Mais il faut préciser que le coût public, enfin le coût gouvernemental a quelque peu augmenté par rapport au coût privé qui a aussi augmenté. C'est-à-dire, on parle de beaucoup plus, si on prend, ce n'est pas le même taux qui a été appliqué, c'est ça? Mais justement, ce que je suis en train de vous dire, le coût du Hajj, ici chez nous, est fonction obligatoirement du coût des prestations en Arabie Saoudite. Maintenant, quand ils disent que nous ne faisons pas de profit, tant mieux là. Nous faisons du profit. Parce que nous sommes créés pour faire du profit. Nous sommes créés pour faire des revenus. Nous sommes créés pour créer de l'emploi. Nous sommes créés pour payer des impôts, des taxes. Et pour cela, il faut que nous gagnions. Donc, si nous devons gagner, mais nous avons un devoir de résultat. Quand nous parlons maintenant du coût du Hajj, qui est l'augmentation du coût du Hajj, je pense que vous avez demandé la raison de l'augmentation du coût du Hajj. C'est très simple là. Je vous ai dit que les taxes en Arabie Saoudite ont augmenté de plus de 300%. Il y avait 15% de taxes TVA. Et aujourd'hui, il y a des produits qui sont à plus de 400%. À cause de la Covid-19 seulement? D'augmentation. Allez-y savoir. Parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite est un pays pétrolier, qui a du pétrole, qui ne vit pas la crise pétrolière comme tout le monde. 400% d'augmentation. Donc la ça guerre se en Ukraine, systématiquement surtout la guerre en Ukraine, ça a donné des augmentations du prix du carburant. Même en Arabie Saoudite, qui est un pays pétrolier qui ne dépend de personne. Même en Arabie Saoudite, j'ai donné également le coût du dollar qui a augmenté également. Donc tout ça, c'est les facteurs qui ont fait que ce n'est pas seulement la filière privée. Mais Madame Cissé, ce montant qu'on paye, il sert concrètement à quoi? Si on prend par exemple pour la filière, prenons pour votre filière, la filière privée, 4 675 000 francs CFA. Le téléspectateur qui nous regarde actuellement, qui veut peut-être faire le Hajj, quand il débourse une telle somme, il a droit à quoi? Il a droit à tout. Tout, c'est-à-dire? Il a droit d'abord au transport. Le transport en avion. D'accord. Aller-retour. Aller-retour. Il a droit au transport terrestre en Arabie Saoudite entre les différents sites. Il a droit à l'hébergement. Il a droit à la restauration. Il a droit aux différents aspects de l'encadrement. C'est-à-dire? L'encadrement voyage, l'encadrement religieux, l'encadrement médical. Donc il y a plusieurs prestations. Nous il n'y a pas de coût supplémentaire, il n'y a pas de... Une fois arrivé là-bas, on dit, bon, Wadibana, bon, nous sommes des prestataires de services. Nous ne travaillons pas comme l'État qui dit qu'ils ne font pas de surcoût, qu'ils n'ont pas d'intérêt. C'est ce qu'ils ont dit, non. Nous, on a de l'intérêt parce que nous avons un devoir de résultat. Donc, nous sommes obligés d'avoir un supplément par rapport au coût global que génère le pèlerinage, par exemple. Sans ça, on ne serait pas entreprise. Une entreprise est obligée et a un devoir de résultat. Si nous n'avons pas ça, chaque année, la maison du Hajj, je suis désolée, il n'y a pas le représentant de la maison du Hajj. On a invité justement la direction du Hajj, mais malheureusement, on n'a pas pu les avoir. La maison du Hajj, le budget de la maison du Hajj, les entreprises touristiques, c'est-à-dire les agents de voyage, participent à plus de 86%. C'est un budget à hauteur de combien? C'est un budget... Je ne l'ai pas en tête. Nous avons des représentants dans le conseil d'administration, mais plus de 90%, 86% du budget de la maison du Hajj est fourni par les agences de voyage. Qui dit mieux? Vraiment, moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que l'État ne fait pas de profit pour les Hajj. Et c'est ce qu'ils disent. Mais pourquoi il ne se retire pas? Si réellement il n'y a pas d'intérêt, pourquoi l'État continue à s'impliquer, à être juge et partie dans l'organisation du Hajj? Si l'État, en tant qu'institution, ne profite pas, peut-être c'est des individus... Donc, pour tout donner à la filière privée, c'est ce que vous voulez dire? Que l'État puisse s'occuper du rôle de régulation. Ça va? On a demandé ça en vain. On a demandé, c'était une forte doléance. Il s'occupe de ça et qu'il régularise
et qui font des contrôles pour les agences qui ne parviennent pas à respecter les cahiers des charges. Exactement. Et qui soient sanctionnées. Au fait, oui, au fait, moi je suis entièrement d'avis parce que si on est dans une économie libérale des marchés, donc on devrait laisser ce secteur aux acteurs. Mais vous savez, souvent, il y a certains secteurs, quand ils atteignent un certain volume, ils deviennent du social. C'est comme quand l'État appuie souvent dans le domaine de l'électricité, d'autres choses, parce qu'ils savent que c'est sensible. Donc peut-être c'est en raison de cette sensibilité que l'État peut dire, bon, j'interviens. Non. Au fait, puisqu'on n'a pas les éléments de technique cités ici pour apprécier, et évitons de rentrer dans ces éléments de conjecture. Nous, on ne rentre pas si on sait. Voilà, non, si vous savez. D'accord. On va juste écouter ce point de vue de, donc on va dire, un des représentants de l'État, puisqu'il s'agit du directeur général de la maison du Hajj, donc docteur Abdel Fattah Cissé, qu'on écoute, qui revient donc sur la différence de prix entre le Mali et certains de ces pays, certains pays voisins. Min fɔra k'a fɔ ko o de ye an ka jamana dɔw ka prix ye donc jamana dɔw bɛ yen o ka comme terroriste kɛlɛtu ka jamana na u bɛ se k'u ka hiji musaka dɔ u bɛ se ka dɔ t'a la u b'a fɔ min ma ko subvention a bɛ se ka kɛ donc maintenant bon Mali to o lahalaya la donc maintenant an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn n'u jamana ninnu u yɛrɛ hali u ma u ka prix ninnu fixer officiellement. Voilà, an n'u bɛ contacter la u bɛ k'an ɲininka an b'u ɲɛfɛ an bɛ organisation la an b'u ɲɛ à tous les niveaux u bɛ k'an wele k'an ɲininka k'o bɛ kɛ cogo di voilà ka conseil ɲini an fɛ jamana ninnu u ka prix min fɔra o tɛ tiɲɛ ye sababa foyi t'a la min bɛ ka fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko u bɛ ka prix min fɔ o prix a tɛ se ka hiji yɛrɛ kɛ. Parce que n'i y'a jateminɛ hiji musaka yɛrɛ min bɛ don a la Arabie Saoudite o yɛrɛ voilà million a bɛ se fo $3 la donc maintenant fo avion billet bɛna fara kan ani musaka wɛrɛw u bɛ yen min bɛ fara kan tuguni donc cogoya si la min bɛ ka fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye maintenant minnu bɛ ka kɛ peut-être que u bɛ ka kɛ dɔrɔn ka Mali tɔgɔ tiɲɛ comme u delilen dɔ la voilà ou bien ka kuma dɔ fɔ min bɛ Mali lanɔgɔ sinon tiɲɛ foyi t'a la u ye jamana min fɔ k'a fɔ ko u ka prix de fɔra ten k'a ka comparer ni Mali prix ye jamana ninnu yɛrɛ hali u ma u ka prix di fɔlɔ voilà jamana ninnu m'u ka prix di fɔlɔ an ka kɛrɛfɛ jamana ninnu dɔ b'a la n'i y'a jateminɛ salon an ni jamana ninnu an bɛɛ de tun bɛ Maka an ka hiji an n'u ka hiji voilà a kɛra cogo min na bɛɛ y'a ye musaka min donna u ka hiji la ni musaka min donna an ka hiji la bɛɛ y'a ye an kun bɛ hôtel minnu kɔnɔ an kun bɛ service minnu na an ye service minnu k'an ka hijidenw ye ani olu yɛrɛ kun bɛ condition minnu na bɛɛ y'o ye donc o condition kelen in de bɛ continuer n'Ala sɔnna inchallah don n'a nataw la u bɛ n'u ka prix fɔ mɔgɔ bɛ se ka comparaison kɛ. Alors, une réaction par rapport à ce qu'on vient d'écouter, oui. Professeur Diamoutene. Voilà, au fait, moi, je crois qu'il faut que les agents en général de l'État, de l'administration, évitent ce genre de comportement. C'est-à-dire? Oui, il faut parler avec des statistiques à l'appui. On vous dit le différentiel des coûts entre vous et vous. Dites simplement, au niveau administratif, voici ce que ça nous revient. Au niveau d'autres charges, ainsi de suite, et voici la proportion, la marge, etc. Mais parce que ça, c'est une profession de foi. Oui, non, on n'est pas dans ça, il faut qu'on en sorte quoi. C'est-à-dire, ce qui est normal, ce qui est réel, c'est que l'immixtion de l'État dans le secteur induit une concurrence déloyale vis-à-vis de ces gens, ça c'est clair. Maintenant, on pourra résoudre que, en disant réellement, voici la marge, c'est dû à l'implication de l'État entraîne une baisse de 10%, de 20%, de 30%, en raison de tel ou tel secteur. Alors, donc, pardon de vous couper 2 secondes. On va regarder cette infographie qui va nous permettre de parler de façon concrète. En parlant des coûts des pèlerins maliens de 2018, donc de 2018 à 2022, on vient de parler de 2023. En 2018, le coût de la filière privée était de 2 850 000 francs CFA. Le coût de la filière gouvernementale à la même période, c'est-à-dire 2018, était de 2 363 000 francs CFA.
En 2019, on était au même montant au niveau de la filière privée, le même montant presque au niveau de la filière gouvernementale. C'est-à-dire qu'en 2019, la filière gouvernementale devait payer 2 363 615 francs. La filière privée est restée au même montant. Et en 2020, il y a eu une augmentation, même si on sait qu'il n'y a plus le pèlerinage, mais c'était à 2 950 000 francs pour la filière privée et 2 747 815 francs. En 2022, 4 675 000 francs contre 3 900 000 francs. Donc ça, c'était en 2022, l'année dernière. Donc, le gouvernement devait payer, en tout cas, les candidats au pèlerinage pour le compte du gouvernement devaient payer 3 900 000 francs en 2022 contre 4 675 000 francs pour la filière privée. Donc, ce montant qu'on a cette année. Nous ne pouvons pas donner le pourquoi du comment. Vous n'avez jamais discuté avec les pouvoirs étatiques, ils ne vous ont jamais expliqué? Non, ça ne nous concerne pas. Ce dont on a l'habitude, c'est que pendant que le ministère de l'administration territoriale avait en main l'organisation du Hajj, il y avait la grande commission d'organisation du Hajj, qui avait le ministère de l'administration territoriale, qui avait le ministère du tourisme, qui avait le ministère de l'immigration, il y avait le ministère de la santé et le ministère du tourisme. Donc, cette grande commission d'organisation du Hajj se mettait ensemble pour fixer le coût de la filière gouvernementale surtout. C'est-à-dire le matin, nous avions une grande séance de travail où la commission d'organisation nous disait, voilà filière privée, nous filière gouvernementale, c'est le coût que nous avons sorti et que nous allons annoncer ce soir. Alors en ce moment, on leur dit, donc demain, nous allons annoncer notre coût. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais on voit une différence énorme. On voit 2018, de 2018 à aujourd'hui, on a presque le double, plus d'1 800 000 et quelques de différence quand je prends la filière privée. Non, je suis désolé. De 2018, puisqu'on parle... 500 000. Non, puisque en 2018, c'était de 2 850 000. Aujourd'hui, on est à 4 millions. Mais oui. Et eux? Et la filière gouvernementale? Non, la filière gouvernementale est réduite. Et la filière gouvernementale est réduite. On est à moins de 2 millions. Non, cette année, ils sont à combien? Par rapport à... Non, cette année, par rapport à l'année dernière même. 500 000, près de 500 000. Voilà. Nous aussi, nous sommes à combien? Nous avons suivi une proportion linéaire pratiquement. Nous n'avons jamais varié d'ailleurs. C'est l'année dernière et cette année qu'il y a une variation. Sinon, la filière privée a toujours été constante dans la tarification. Tout le temps constante. Nous sommes restés pendant combien d'années sur le même 2 950 000 là? Pendant combien d'années? Et j'ai dit bien, il faut vraiment que pour résoudre ces problèmes, que l'État accepte de se retirer, qui joue le rôle de l'arbitre. Mais partout, aussi, pardon de vous couper, bien sûr, je comprends bien. L'État est impliqué. Oui, impliqué dans beaucoup de pays, mais le Niger, ils ont changé leur méthode de travail. Le Niger n'était pas dedans. Quand même, le coût a augmenté dû aux prestations en Arabie Saoudite. Il faut reconnaître que l'Arabie Saoudite maintenant va avec l'option d'optimiser les Hajj. Ça, c'est tout à fait... Ils l'ont dit, en 2016, ils ont annoncé Vision 2030, donc développer plusieurs secteurs, dont le secteur tourisme religieux. Donc, il fait que le coût des prestations, certaines prestations ont augmenté. Maintenant, par rapport au cas spécifique du Mali, est-ce qu'on peut redire? Et je pense, quand on regarde comment les choses fonctionnent, parce que tout le temps, les privés, ils attendent l'État. C'est que l'État fixe et ils vont augmenter au-dessus. Ça ne peut jamais être au même niveau. Mais c'est systématique parce que quand on regarde, on se dit que ce n'est jamais au même niveau, c'est toujours le privé qui est au-dessus. On est d'accord. On dit que l'État ne gagne pas. Ils disent qu'ils ne font pas de profit. Et je dis, on laisse laisser dire. Quand on parle de l'impact économique des Hajj, l'État gagne. Les 13 000 pèlerins vont prendre des passeports. Ça, c'est l'État gagne. Ils vont faire des consultations médicales. C'est l'État qui reçoit. Les taxes qui sont payées à la maison des Hajj, je pense que c'était 25 000 pour chaque... non, 20 000. Pour chaque pèlerin. Et les prestations au niveau Non, pour la filière privée. Eux-mêmes, ils ne payent pas. Les pèlerins de la filière donc, pour dire que l'État, quand on dit que l'État ne gagne pas, l'État gagne en réalité. L'État gagne les Hajj, tout le monde tire profit de cela. Et surtout... Donc,
Oui, allez-y. Vas-y. Et surtout, l'État est dépensier. L'État est dépensier. La filière gouvernementale est dépensière. Elle fait dépasser l'État. Les subventions, là, c'est qui paye? Ce n'est pas l'État. L'État paye à la maison du Hajj de l'argent pour le Hajj. Mais nous faisons gagner de l'argent à l'État. Alors, je vous rappelle que ce n'est pas un procès de l'État qu'on est en train de faire. Oui, professeur Diamoutene. Voilà, quand on regarde, pourquoi l'administration doit être la base? Parce qu'il y a certains éléments que vous partagez en commun. Exemple, le coût du Hajj en Arabie Saoudite. L'État ne peut ni influer sur ça, tout comme vous. Maintenant, le billet d'avion, etc., l'État ne peut pas influer tant que ce n'est pas nos compagnies également. Peut-être le passeport, ça c'est... Maintenant, la différence, c'est quoi? Comme j'ai dit, c'est la gestion, l'administration, les subventions que l'État accorde. Donc, c'est ce qui peut constituer une différence. Maintenant, et donc, je comprends que vous attendez d'abord que l'État fixe, et sur la base de ça, vous essayez de fixer votre marge. Nous partons 5%, 10%, mais aussi, vous avez parlé de quelque chose. Vous savez, moi, au-delà de ce débat, il faut que l'État... Au Mali, on est dans une économie de marché. L'État devrait se retirer. Et même le fait que l'État est là-dedans, c'est une injustice. Vous comprenez? Parce que c'est tout le monde qui paye l'impôt, etc. Vous partez, n'est-ce pas? Parce que pour des mobiles religieux, et que l'État prenne l'argent de tout le monde pour appuyer, comme on est dans un pays, etc. Maintenant, économiquement, quand on regarde, cette activité économiquement, quand on veut comparer, elle n'est même pas assez rentable pour le pays. Non, parce que le Hajj, c'est une sortie d'argent. Ils ne font pas de coûts, ils ne font pas de bénéfices. Non, j'arrive. Non, ce n'est pas une question de bénéfices. Professeur Diamoutene, je vous promets qu'on va en parler tout à l'heure. On va parler justement de ce que rapporte le Hajj pour le Mali et même pour un pays comme l'Arabie Saoudite. Mais juste faire une petite comparaison. En regardant les données des pays voisins, le Hajj au Bénin en 2023, pour un quota de 4600, là-bas, ils n'ont qu'un seul prix qui est fixé, c'est 3 500 000 francs CFA pour le Bénin en 2023. Pour le Burkina Faso, on parle de 3 595 000 francs CFA. Pour la Côte d'Ivoire, c'est 2 161 000 francs CFA. Je précise qu'il y a certains pays qui bénéficient d'une subvention. La Côte d'Ivoire, c'est 2 161 000 francs CFA. Pour le Mali, donc on l'a dit tout à l'heure. Pour le Niger, c'est 3 840 francs CFA pour 2023. Au Sénégal, c'est 3 950 000 francs CFA. Au Togo, c'est 3 millions. Au Mali, on est à 4 millions, que ce soit pour la filière gouvernementale et la filière privée. Le Mali est loin devant en termes de coûts. Alors, au niveau des opérateurs agréés en Côte d'Ivoire, on parle de cette année en 2023, il y a 24 opérateurs agréés. Là, je pense que l'État vous a quand même donné la main. Au Mali, on a beaucoup plus. Est-ce que nous avons besoin de 700 organisateurs en réalité? Non, mais au niveau de 700, est-ce que c'est tous qui sont dans le pèlerinage? Sur le pèlerinage, c'est 700, au moins. Et l'année prochaine, nous serons 900. Madame Cissé, c'est ce qui explique le brouhaha qu'on a eu l'année dernière, le conflit qu'on a eu l'année dernière, où des gens ont payé, ils n'ont pas pu partir au Hajj, alors qu'ils ont payé, ils avaient déjà dit au revoir aux parents. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Non, excusez-moi, monsieur Imam Diarra, ça n'a rien à voir. L'organisation du Hajj, là, ce n'est pas dépendant du nombre. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'au Mali, quand il y a une activité qui marche, qui semble marcher, tout le monde se dit dedans. Et c'est ça le problème du Hajj maintenant. Donc, les gens pensent qu'on gagne dedans, donc chacun se met dedans. Vous l'avez dit, vous gagnez. Non, si je dis gagner dedans. Vous gagnez aussi. Mais quand il y a eu les business centers, c'est pas la même chose. Oui. Quand il y a eu les, comment vous appelez là, les agents de communication, c'est pas pour rien accepté pour vous. Il y a eu cette association. Le GEPAC, accepté pour non, bon, le GEPAC s'est créé. Le GEPAC mais vous aussi, vous avez une association, mais malgré cette association... On n'a pas une association. On a 15 associations. D'accord. On a 15 associations. Des agences de voyage. Des agences de voyage. Et moi, je vous dis, je suis la coordinatrice de la commission d'organisation du Hajj. Et ces difficultés, on va en venir à bout, Inch'Allah. On va devenir à bout. Alors, madame, si c'est pour revenir rapidement à ma question, l'année dernière, il y a des gens, des pères de famille, des mères de famille, des jeunes qui ont déboussé, qui ont dit au revoir même à la maison, qui se sont rendus à l'aéroport pour dire qu'ils vont prendre leur vol pour aller au Hajj. On leur a dit que le quota était atteint, qu'ils ne pouvaient pas voyager. Parce que nous avons fait 3 ans sans pèlerinage. Mais pourquoi avoir pris l'argent des gens? Les gens ont continué à s'inscrire. Et que nous avons demandé à l'État
de demander un quota supplémentaire à l'Arabie Saoudite. Voilà là où le problème a été posé. Il me semble que l'Arabie Saoudite n'a pas accepté. Donc, le problème s'est posé en ce moment. Mais entre-temps, au niveau des agences, on continue à prendre des clients, on ne refuse personne. Excusez-moi, je parle sous le contrôle de l'imam. Nous avons ensemble votre structure, le Haut Conseil islamique. Il y avait, nous sommes partis voir le Haut Conseil même, pour que le Haut Conseil aille voir les autorités pour demander un quota supplémentaire afin que le surplus d'inscriptions qu'il y a eu puisse être jugulé. Malheureusement, ils n'ont pas eu gain de cause. Les gens ont fait, on est resté pendant 3 ans, pendant que les gens sont en train de s'inscrire. Et le quota a été dépassé. Si le quota a été dépassé, les gens ne pouvaient plus partir. Qu'est-ce qu'on fait? Mais est-ce que vous les avez remboursés? Est-ce qu'ils ont été remboursés? Ah, mais qui n'est pas remboursé? Parce qu'aujourd'hui, on parle de prendre ces personnes, et les ajouter sur le quota. Je suis désolée. Il y a une période de grande difficulté. Parce que les agents, comme vous le dites, il y a plein de choses à régler au niveau des agents. D'abord, il faut qu'il y ait une banque qui accepte de financer le Hajj. Il n'y a rien. Les agents, ils sont là. C'est quand les pèlerins payent qu'on va travailler. Mais tant qu'on est sur cette voie-là, il est sûr et certain qu'il y a toujours des problèmes de ce genre. Imam Diarra. Donc il y a le problème de financement, comme elle a dit, donc je proposais peut-être le fonds de garantie. Et je sais que par rapport au Hajj, que le Hajj est rentable. Et, comme Madame aussi a reconnu, il est rentable. Et si n'était pas rentable, voilà. Il y a 700. Et chaque année, il y a des agences qui se créent. Et après chaque Hajj, il y a des gens voilà, des agences qui s'éclatent. Donc c'est rentable. Essayons de rendre le Hajj beaucoup plus facile, ou rendons les services que les agents vont fournir aux pèlerins beaucoup plus à la hauteur du souhait. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent par rapport aux services, par rapport au traitement, l'hébergement, la restauration, même l'encadrement pour certains agents. Il y a des agents qui font vraiment beaucoup d'efforts. Mais il y en a d'autres aussi, vraiment, où c'est des ordres. Donc, je pense que si réellement l'État, on libéralise un peu, on donne aux gens la possibilité de fixer leur prix. Si la base des charges là-bas, il y aura des concurrences qui vont s'installer sur des prix et qui va jouer sur le coût. Ça ne va pas jouer sur... donc ça ne va pas créer beaucoup plus de problèmes s'il n'y a pas un prix uniforme, un prix que toutes les agences peuvent... Excusez-moi, Imam Diarra. Oui. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on essaie de lâcher, qu'on laisse libre cours aux agences de fixer des coûts. Parce que je vais vous dire pourquoi. Il y a des tarifs bas qui réclament des prestations basses. Des gens vont vous donner des tarifs, vous allez être très content. Ah, ça seulement, moi je m'en vais avec vous. Mais en réalité, qu'est-ce qui va se faire à la Mecque? Voilà. C'est le rôle de l'État maintenant de réguler. Les régulations. De réguler. L'État doit réguler. Il faut que l'État quitte son rôle commerçant, que l'État soit une agence de régulation du pèlerinage. Peut-on réduire le coût du Hajj au Mali? Si oui, comment? Nous en débattrons dans une poignée de secondes avec nos invités. À tout à l'heure. Chaque année, le Mali enregistre des milliers de candidats au pèlerinage à la Mecque. Rien que cette année, le pays compte plus de 13 000 pèlerins, ce qui correspond à un coût global de plus de 100 milliards de francs CFA. En moins de 5 ans, le prix du Hajj a quasiment doublé, mais comment expliquer que dans le même temps, les candidats n'ont jamais été aussi nombreux? Qu'est-ce qui explique justement cette hausse des prix? Le Hajj profite-t-il au Mali ou seulement à l'Arabie Saoudite? Pèlerinage à la Mecque, un précieux business, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique.
Bonsoir et merci de nous retrouver dans Entreprendre, votre magazine bimensuel dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Pèlerinage à la Mecque, un précieux business, c'est une question et c'est le titre de cette émission. Avant d'en parler, je vous invite à découvrir le portrait de notre invité principal. Plus connue sous le nom de Madame Cissé Fatimata Kouyaté, de son nom d'état civil, est la coordinatrice de la commission du pèlerinage de la filière privée. Depuis 33 ans, elle est la directrice générale de Timbuktu, une agence de voyage. Cissé Fatimata Kouyaté est également depuis 2005 la responsable de la société d'événementiel Espace Communication Monde, ECM. Mais avant ça, entre 1984 et 1989, Madame Cissé a travaillé dans l'administration publique en qualité de chargée de statistiques et de projets touristiques au commissariat au tourisme, puis chef d'agence à la Société malienne d'exploitation des ressources touristiques. Durant sa quarantaine d'années de vie professionnelle, la native de la région de San a occupé plusieurs postes de responsabilité généralement en rapport avec le secteur touristique. Madame Cissé a notamment été présidente du Conseil patronal de l'industrie du tourisme en 2005. De 2006 à 2007, elle a été directrice de publication d'Abedi, un magazine mensuel d'information sur le tourisme, les affaires, l'emploi et les traditions. En 2009, CFK a été présidente de la commission tourisme et hôtellerie de la Chambre de commerce de l'industrie du Mali. Au niveau des organisations sous-régionales, la Malienne de 64 ans a été vice-présidente chargée de la fiscalité et de l'environnement de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie de l'espace UEMOA en 2009. En 2020, elle était vice-présidente chargée de la communication de la Confédération des organisations patronales de l'industrie, du tourisme, de l'espace CEDEAO. Lors de ces dernières décennies, Cissé Fatimata Kouyaté a été de tous les combats pour les droits des femmes d'abord en tant que vice-présidente du réseau des femmes leaders du Mali, puis en qualité présidente de l'Alliance des femmes entrepreneurs du Mali, AFEMA. Du point de vue académique, Fatimata Kouyaté est titulaire depuis 1983 d'une maîtrise en économie du tourisme et restauration de l'Académie des sciences économiques de Bucarest, en Roumanie. Elle compte également plusieurs attestations de formation parmi lesquelles on peut citer celle effectuée en France en marketing, tourisme et e-commerce en 2002 à l'IFCM, unité de formation Cannes Méditerranée, ou encore à l'ENA de Paris en management en 2010. Mariée et mère de 3 enfants, Cissé Fatimata Kouyaté parle plusieurs langues, dont l'anglais et le roumain. Elle est l'invitée principale de Entreprendre. Pour nous éclairer sur l'organisation du Hajj, j'ai le plaisir de recevoir notre invité principal qui n'est autre que la présidente de l'Association malienne des agences de voyage et de tourisme. Madame Cissé Fatimata Kouyaté, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes la présidente donc, de l'Association des agences de voyage, mais vous êtes surtout la coordinatrice de l'organisation du pèlerinage de la filière privée. Cette coordination que j'assure est issue d'une collaboration de toutes les agences de voyage organisatrices de Hajj et qui ont compris qu'il faut que nous nous mettions ensemble pour que les choses marchent bien pour nous. Donc c'est dans ce sens que nous avons eu à mettre en place une commission d'organisation du Hajj. Et cette commission d'organisation du Hajj est formée de toutes les associations également d'agences de voyage qui sont en même temps elles aussi organisatrices du Hajj.
Donc, quand vous dites toutes les associations, on parle de combien d'agences de voyage qui sont affiliées à peu près? Non, en ce moment-là, c'est les associations qui se forment et qui ont un nombre impartial différent d'agences. Et qui, chaque fois qu'il y a un certain nombre d'agences de voyage qui se mettent ensemble pour créer une association, elles peuvent demander en ce moment à être membres de cette commission que nous avons créée à cet effet-là. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais cela a été dit dans votre portrait. Vous êtes la directrice générale de Timbuktu, donc, qui est une agence de voyage. Vous êtes la présidente donc, de l'association des agences de voyage. À ce niveau, ça a été créé quand? Il y a combien d'organisations ou d'associations qui militent à peu près? Je sais qu'on a plus de 300, pas de plus de 300 agences de voyage au Mali, ou bien c'est moins? Les agences de voyage sont à 700 maintenant. 700 maintenant, agences de voyage légalement constituées. Et toutes ces agences sont affiliées à l'association? Non, malheureusement, justement, nous, Amavété, nous avons été créés en 1990. Nous sommes la première association d'agences de voyage créée au Mali en 1990. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes 265 membres. 265 agences de voyage membres de l'Amavété. Maintenant, à côté de l'Amavété, il y a d'autres associations qui se sont créées également. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons 15 associations d'agences de voyage. Et nous toutes, nous militons au sein de cette commission d'organisation. Malgré la hausse du coût du Hajj, les Maliens sont toujours aussi nombreux à se rendre à la Mecque pour justement participer à ce 5e pilier de l'islam. Les raisons sont évoquées dans ce grand angle. Le pèlerinage à la Mecque, appelé Hajj, est le 5e pilier de l'islam. Il s'effectue entre les 8 et 13 du mois lunaire, c'est-à-dire le 12e mois de l'année musulmane Dhul Hijjah. Tout musulman se doit d'accomplir le Hajj au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens financiers et physiques, selon les textes islamiques. Cette année, il correspond à la période du lundi 26 juin au samedi 1er juillet. Les coûts du pèlerinage 2023 ont été fixés au Mali à 4 166 425 francs CFA pour la filière gouvernementale et 4 675 000 francs CFA pour celle du privé. En ce qui concerne la filière privée, de nombreuses agences de voyage locales promettent d'organiser tout le séjour en Arabie Saoudite une fois l'intégralité du montant payé par le candidat au Hajj. Ni pèlerin nana agence de voyage là. D'abord, c'est un gagnant de bas qu'on a kata hiji là. Donc na c'est l'agence là, agence moba bismillah ka prix foanyena. Bon, nyine hiji prix 4 675 000. En cas privé là. On va y la fana fin bête là. Quand tu as passeport là, quand tu as visite médicale là, quand tu billet son, anika fin maganjamana tu as hôtel ni gaduni mi madina ni magan minani arafa kasaki kana malila au bête là. O wini nga fen folo mina ika nina anika carte d'identité anika wolo sebe donc ikoni ibina nuli na borola ato bebe warin kono. Une fois le montant du Hajj payé, l'ensemble des candidats bénéficient d'une formation de 3 jours à la maison du Hajj sans frais supplémentaires. Formation abe mimedi ambulo hiji deuma abe taliga hiji re monedo hiji nafa jumemala hiji condition jumɛn b'a la hiji ne bɛ bɔ yan ka taa i bɛ labɛn jumɛn sabati hiji biti jumɛn b'a la a bɛ dabɔ laɲini jumɛn kama n'an sera madina baara jumɛnw kan ka kɛ yen madina sigi tile damadɔ baara jumɛn kan ka kɛ n'o ye baara minnu kan ka kɛ madina sigi kɔnɔ kabini visitiw kɛli la kabini misiriw seli la ani ka taa bɔ misiri wɛrɛw la ani ka taa bɔ kaburudenw na olu baaraw fana bɛ k'an bolo o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka kuma iji umra yɛrɛ kɛcogoya kan umra kan ka kɛ kɛcogo min na o bɛ ɲɛfɔ iji fana kan ka kɛ kɛcogoya min na o bɛ ɲɛfɔ formation bɛ kɛ nin cogoya la o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka kuma fɛn sabanan min kan walima wale sabanan min n'o bɛ kɛ o de ye hiji ni umra yɛrɛ paratigi kɛli komi alikaba ladege bɛ yan sɔfan marwa ladege bɛ yan bɛlɛfiliyɔrɔ ladege bɛ yan
o baaraw fana bɛ k'an bolo o cogo la ka alikaba munumunu cogo yira maaw la ka safa ni maruwa boli cogo yira maaw la ka bɛlɛ fili cogo yira maaw la an ka formation bɛ kɛ nin cogoya in de la. En 2018, le coût du Hajj au Mali était de 2 850 000 francs CFA pour la filière privée. Mais à présent, ce montant a quasiment doublé, soit 1 825 000 francs CFA de plus. Malgré la hausse exponentielle, les candidats sont toujours aussi nombreux. Silamɛya jɔsen duurunan de hiji kɛli a wari tɛ caya adamadenw ma. Ni silamɛ n'i ye wari sɔrɔ ka ban hakili bɛ fɛn fɔlɔ min i ka Ala bato n'a ye. O silamɛ ka wari ɲinikun de i ka se ka Ala bato. Fɛn o fɛn n'a bɛ don Ala ko da fɛ siga t'a la mumini tɛ o lajɛ k'a fɔ nin ka ca walima nin ka dɔgɔ a b'a ka nafolo don da fɛ ka sɔrɔ a m'o jate. O de y'a to hiji wari mana caya cogo o cogo maaw bɛ taa ka d'a kan u ka Ala bato no ka d'a kan silamɛya jɔsen duurunan no ka d'a kan fɛn no u bɛ alijinɛ sɔrɔ ni fɛn min an bɛ waati min kɔnɔ jama bɛ hiji nɔfɛ salon maaw bɛ yan ɲinan fana maa caman tɔgɔ sɛbɛnna agence min bɛ yen k'a ka maaw ma dafa o ka dɔgɔ kosɛbɛ ka d'a kan maa caman bɛ yen o y'a ka quota yɛrɛ atteint maaw nali sababuya kama. Pour certains, le secteur n'est pas assez régulé, ce qui fait que certaines agences de voyage en profitent pour faire la pluie et le beau temps. Un businessman ou bien un commerçant qui ouvre son agence qui veut transporter les pèlerins, et il essaye de faire le maximum de profits. Alors, s'il n'y a pas une autre partie qui peut réglementer, qui peut couper court à ça, et la voie est libre à tout. Donc, comme ça, on peut dire que les gens, il y en a qui en profitent. Il y en a qui en profitent. D'autres expliquent les récentes augmentations du coût du Hajj pour les pèlerins maliens par la hausse du prix du pétrole au niveau mondial suite à la guerre en Ukraine. À cela, ils ajoutent la hausse vertigineuse du coût des prestations en Arabie Saoudite, principalement dans les villes de Mina et Arafat. Mais pour cet encadreur de Hajj, il est bel et bien possible de réduire le coût du pèlerinage au niveau national. Organiser le Hajj à moindre coût, c'est possible. Organiser le Hajj à un prix accessible à tous, c'est très possible, c'est très faisable. Mais il faut que, comme j'ai dit, l'État s'implique. On ne peut pas avoir le Hajj à moindre coût si l'État ne s'implique pas. Comme j'ai dit, il faut que l'État vienne en avance, réserver les hôtels, réserver les avions, réserver les bus, réserver tout ce qu'il y a à faire dans les produits Hajj pour pouvoir trouver le prix à moindre coût. Par exemple, à la Mecque, au jour d'aujourd'hui, l'hôtel qu'on peut prendre à 1000 $. Il y a 6 mois, si on l'avait réservé, on allait avoir à moins de 1000 $, on allait l'avoir à 600, 700 $. Donc les 300 $ restants là, on économise ça sur le prix. En 2019, le Royaume d'Arabie Saoudite a enregistré 2,5 millions de pèlerins. La contribution à son économie était estimée à plus de 7 305 milliards de francs CFA, ce qui fait du tourisme religieux la deuxième source de revenus du pays après le pétrole. Avant de poursuivre notre débat, j'ai le plaisir de recevoir deux autres invités. D'abord, Imam Ousmane Diarra, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère. Vous êtes le premier secrétaire chargé de la jeunesse au Haut Conseil islamique. Par ailleurs, vous êtes le président de l'Association malienne des jeunes musulmans. C'est bien cela? Effectivement. Déjà, est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter cette association dont vous êtes le président? L'AMGM, c'est une association de jeunes qui a été créée en 1992 qui vise à sensibiliser les jeunes, à les faire comprendre le message de l'islam à travers des activités qu'on organise qui visent les jeunes filles et garçons. C'est une association vraiment dynamique qui travaille dans les quartiers et qui collabore aussi avec d'autres structures. Et c'est ça qui a fait qu'elle a pu obtenir le poste de premier secrétaire au niveau du Haut Conseil islamique du Mali, qui est une structure faîtière des associations islamiques au Mali. Et à ce niveau, et au niveau du Haut Conseil islamique, qu'est-ce que vous faites en tant que secrétaire chargé des jeunes? Vous mobilisez ces jeunes justement pour la cause? C'est l'organisation, nous essayons de coordonner les activités de ces associations, essayer vraiment de voir peut-être des champs ou des champs d'intérêt communs à ces associations, comment
les gens peuvent collaborer, peuvent travailler ensemble pour l'intérêt de l'islam. Notre troisième invité ce soir est professeur Abdul Karim Diamoutene. Il est enseignant-chercheur à la FSEG, Faculté des sciences économiques et de gestion. Il est surtout économiste. Professeur Diamoutene, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur un plateau que vous connaissez assez bien. Merci, bonsoir à vous également. Merci aux co-débatteurs. Alors justement, on va voir notre première infographie pour rentrer pleinement dans le débat de ce soir. Cette première infographie porte sur le quota des pèlerins maliens. On parle d'un quota, si on prend pour cette année 2023, on parle de 13 300 pèlerins maliens. En 2019, c'était déjà le même quota, donc 13 323. En 2020 et 2021, c'était suspendu, donc il n'y avait pas de pèlerinage. En 2022, c'était 6 032 pèlerins. Madame Cissé, c'est resté constant si on prend 2019 et 2023. Bon, on pourrait parler de cassure surtout, parce que le pèlerinage a été constant jusqu'en 2019 avec l'avènement de la Covid-19. Donc nous avons été contraints d'arrêter, pas nous, mais c'est des consignes qui sont venues d'Arabie Saoudite qui ont quand même stoppé l'organisation du Hajj même. Donc 2020-2021, il n'y a pas eu d'organisation, il n'y a pas eu de Hajj en réalité pour nous autres. Imam Diarra, dans l'histoire même du pèlerinage, il y a eu des fois où il n'y a pas eu de pèlerinage, c'est bien cela? Oui. Donc 2020-2021, ce n'était pas forcément des exceptions? Tout à fait, il y a eu des cas où il y a eu des réductions compte tenu de certaines situations exceptionnelles que les Hajj a été peut-être annulé d'une manière à une autre. Ce n'était pas une exception par rapport au... Mais du point de vue de la foi, rassurez-moi, cas de force majeure, il n'y a pas de problème, c'est ça? Oui, c'est une adoration qui doit se faire dans des conditions. Et parmi les conditions, il faut la sécurité et il faut les moyens. Quand les gens ne sont pas en sécurité, les Hajj n'est pas une obligation sur le musulman. Et pour revenir au quota, c'est qu'il faut dire qu'il y a, pour déterminer le quota des pays, il tient compte de la population. Quand vous dites, vous faites allusion à l'Arabie Saoudite. D'accord. Ça va? Bon, ce qu'il faut dire en plus, que le Hajj a été arrêté, il y a eu des problèmes avec le Covid, mais ce qu'il faut dire aussi que nos données ne sont pas actualisées en Arabie Saoudite, qu'il faut revoir aussi au niveau de nos autorités pour que la population malienne, on n'ait plus de... On n'est plus à 22 millions comme c'était le cas et où on avait arrêté à 13 000. Donc maintenant, il faut revoir. Il faut revoir, il faut actualiser les données. Justement, professeur Diamoutene, je vous donne la parole juste après cette autre infographie qui va nous emmener cette fois-ci à voir le quota des pèlerins chez nos voisins. Et là, on va se rendre compte que le Mali n'est pas premier quand on prend l'espace UEMOA en termes de quotas. Le premier, c'est le Niger, où ils ont 15 891. Donc, ils ont la possibilité d'avoir 15 891 pèlerins. Ensuite, le Mali vient en deuxième position, même si dans ce classement, on ne le voit pas, parce que le Mali est à 13 000 et quelques. Le Sénégal à 12 860. On a la Côte d'Ivoire qui est à 10 000 donc, pour cette année. Et le Burkina Faso qui est à 8 163. Donc, on tient compte de la population de ces pays. Et c'est vrai que quand on regarde au niveau de la CEDEAO, le Nigeria est devant, donc loin devant, compte tenu effectivement de sa forte population. Mais au niveau Afrique, c'est l'Égypte qui domine. Professeur Diamoutene, une réaction? Et l'attribution de ces différents des nombres des quotas peut-être dépend beaucoup plus du pays d'accueil, qui tient compte d'un certain nombre de facteurs. C'est-à-dire peut-être de population et d'autres éléments peut-être d'ordre administratif et structurel. Donc c'est sur la base de ça. Maintenant, les techniciens du domaine, c'est eux qui pourraient dire pourquoi. Moi, je pense que, comme l'imam a eu à le dire, le Mali aurait dû bénéficier d'un quota plus important que celui qu'il a. Parce qu'en réalité, le Mali devait avoir plus de 20 000 en termes de quotas. Maintenant, nous aussi, parce que nous ne participons pas totalement aux négociations concernant le quota. Comme vous le savez, il y a une mission préparatoire du Hajj. Et c'est pendant cette mission préparatoire du Hajj que le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, la maison du Hajj et des représentants de la filière privée se rendent pour ces négociations. Mais en réalité, comme on a eu à le dire, le correspondant des autorités saoudiennes, c'est l'administration
territoriale, c'est-à-dire c'est l'administration du Hajj du Mali, en l'occurrence le ministère des Affaires religieuses du culte, qui discute du quota. Maintenant, nous ne savons pas pourquoi depuis belle lurette, le Mali ne peut pas prétendre à plus de 13 323 et que même en 2020, nous avons été obligés de revenir à 44% du quota normal qui a été donné au Mali. Mais en même temps, le Mali n'a pas fait de recensement, si je ne dis pas de bêtises, je parle sous votre contrôle, professeur Damitene, ou depuis 2009 au moins. Et donc, c'est sur peut-être cette base-là, des données fiables qu'on a, qu'on peut éventuellement négocier avec les autorités saoudiennes. Okay. On va voir cette autre donnée qui va cette fois-ci nous amener à parler du coût du Hajj pour l'année 2023 au niveau du Mali. Pour la filière privée, on parle de 4 675 000 francs CFA. Et pour la filière gouvernementale, on parle de 4 166 425 francs CFA. Madame Cissé, sur quelle base ces prix ont été définis? En réalité, nous avons comme habitude de nous mettre ensemble pour définir les coûts du Hajj. C'est-à-dire, si je dis nous, il y avait la grande commission d'organisation du pèlerinage qui était constituée en son temps du ministère des Affaires, de l'administration territoriale, du ministère du Tourisme et des agences de voyage. Nous nous mettions ensemble pour discuter du coût du pèlerinage. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui? Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des changements au niveau de l'État même. Parce que ce n'est plus l'administration territoriale qui s'occupe du Hajj, c'est le ministère des Affaires religieuses et du culte et des coutumes qui s'occupe du Hajj. Donc, comme nous avons un mini cadre de concertation avec eux, ils ont les différents paramètres qui peuvent leur permettre de définir leur coût. Parce que peut-être on va en parler plus tard, la filière gouvernementale dit ne pas faire de profit. Donc comme nous faisons du profit, donc nous n'avons pas le même coût. Donc on ne peut pas parler de la même voie, on ne peut même pas parler de la même manière. Mais toujours est-il que le coût du Hajj est fonction du coût fixé par les différents prestataires de services en Arabie Saoudite. C'est ces prestations qui nous permettent, nous, de fixer le coût. Donc, mais tout à l'heure, on a entendu un monsieur dire dans le reportage qu'en réalité, si on s'y prenait un peu plus tôt, si on s'y prenait de la meilleure des manières, parler certainement des autorités, on pouvait réduire le coût du Hajj. Il a même donné un exemple en disant que si on s'y prenait un peu plus tôt, en réservant les hôtels, en prenant un hôtel qui est actuellement à $1000, il peut peut-être être 6 mois en arrière à $600. Donc, vous ne partagez pas cet avis? J'aimerais approcher M. Samassa pour qu'il me donne... Monsieur Samassa, la personne qui s'exprimait dans le reportage. J'aimerais l'approcher pour qu'il me dise quelles sont ces petites astuces qui lui permettent d'avoir un tarif plus bas. En tout cas, ce que nous savons que cette année, il y a eu une hausse vertigineuse de certains coûts, de certaines prestations. D'abord, il faut parler de la hausse du carburant en Ukraine. Il faut parler également du coût de change du dollar. Il faut parler également du coût des prestations en Arabie Saoudite, qui sont allés à 400% d'augmentation. 400% d'augmentation. Donc, il faut, quand nous tenons compte de tout cela, il va sans dire que ipso facto, nous sommes obligés d'aller, autrement dit, c'est à perte que nous allons travailler. Et nous ne sommes pas là pour travailler à perte, nous avons un devoir de résultat. Mais Madame Cissé, pardon, mais tout à l'heure, on va voir justement le prix d'autres pays, des pays voisins. On va voir qu'il y a une grande différence et justement, on va revenir sur cette question du coût. Mais Imam Diarra, ces coûts-là tiennent compte de quoi? Je pense que par rapport au coût, effectivement, l'idée même, la philosophie derrière le Hajj a changé même en Arabie Saoudite. C'est qu'au début, il faut dire que l'Arabie Saoudite investissait réellement au Hajj pour soutenir ou pour vraiment permettre au maximum de musulmans de soutenir. La famille royale prenait même des gens gratuitement pour leur permettre de faire le Hajj. Mais maintenant, la philosophie avec la crise, avec tous les changements qu'il y a aussi en Arabie Saoudite, il y a eu ces changements qu'il faut rentabiliser les Hajj. Il faut que les Hajj puissent contribuer à l'économie
l'Arabie Saoudite veut faire du tourisme religieux. Et qui est normal aussi, qui est normal. La religion musulmane n'écarte pas. C'est là le principe du Hajj dans le Coran, quand Allah a parlé de ça. Il a parlé des intérêts, il a parlé de commerce, d'échanges. Le Hajj même est fait pour ça. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Pour moi, ici, le fait qu'on fixe des prix, des tarifs pour les filières privées et d'autres tarifs pour des filières gouvernementales, vraiment, moi, je trouve ça anormal un peu. Pourquoi? Pour les mêmes Maliens, l'État subventionne ou on permet à certains de profiter de certains avantages et on prive d'autres au détriment de d'autres. Et je pense que pour vraiment que les Hajj jouent sur le coup du Hajj, moi, je pense que l'État doit se retirer et laisser qui revient sur le rôle de régulateur, ça va, et que les agences puissent faire de concurrence entre eux par rapport au prix. Mais est-ce que justement la spéculation... Oui. Qu'est-ce que l'État peut les accompagner en mettant des fonds de garantie pour les Hajj? Et là où il a dit, par exemple, si on peut réserver les hôtels ou réserver peut-être des vols à l'avance, peut-être ça peut jouer sur certaines... sur le coût. Sur le coût. Et on sait que les agences, comment ils fonctionnent. Madame est en train de sourire. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés. Les agences ne disposent pas de moyens. Ils attendent l'argent des pèlerins, la plupart, pour commencer les démarches. Alors, à ce moment, ça trouve que le temps est déjà parti. Et donc, moi, je pense vraiment, chaque fois, je ne parviens pas vraiment, le fait qu'on fixe un montant pour le filière gouvernemental et un autre montant pour des privés, vraiment, je pense que dans le même pays... il y a une sorte de discrimination. Professeur Damoutene, vous partagez cet avis? Bon, mais avant, vous avez parlé de recensement de la population. Elle se fait généralement à intervalle de 10 ans. Je crois qu'il y a un recensement qui a actuellement, qui est en cours. Bon, ils sont en train de traiter, mais on a une idée déjà presque de la population. Alors l'idée, c'est quoi aujourd'hui? Bon, un peu plus de 20 millions, d'aucuns parlent de 22. On est déjà à 22 millions à l'époque. 22, 23. Mais au fait, même si avant ces recensements, c'est qu'il y a un taux qu'on applique en général, le taux intercensitaire. C'est-à-dire, en l'intervalle de 10 ans, on connaît l'évolution de la population malienne, elle est connue. Et c'est comme ça dans tous les pays. Et donc, si le quota du Mali est réduit, ce n'est pas forcément lié à un déficit de statistiques, quoi. Et peut-être c'est seulement lié à d'autres facteurs qui ne sont pas des données relatives à la population. Bon, maintenant, par rapport à ce qu'il dit, il faut comprendre que l'État, vous savez, au niveau du privé, ils ont support des coûts que peut-être l'État ne supporte pas. Parce que quand l'État est impliqué dans le processus d'organisation, c'est à travers soit des fonctionnaires, etc., qui bénéficient déjà de leur salaire, etc. Donc, du coup, peut-être au niveau des ressources humaines, vous verrez que peut-être le coût n'est pas aussi exorbitant comme au niveau du privé. D'autres facteurs, parce que l'État, c'est l'administration publique. Et donc aussi, ils ont accès peut-être à l'électricité, beaucoup d'autres facteurs, n'est-ce pas, qui ne tiennent pas compte peut-être de ces différents éléments. Mais toujours est-il que, bon, je suis entièrement d'avis que c'est une discrimination qu'à l'intérieur... Le juge est parti en même temps. Non, bon, ça c'est un autre élément, sans quoi, normalement, parce que si on veut regarder le Hajj dont il est question, ce n'est rien d'autre que si on veut parler techniquement, ce n'est que du tourisme. Du tourisme religieux. Maintenant, quand je vais dans une activité touristique, il y a un mobile qui m'anime. Maintenant, dans le cas du Hajj, c'est le mobile religieux qui anime. Donc, l'État peut vous laisser sans pour vous accompagner. Ce n'est pas une obligation pour l'État de vous accompagner. Parce que si l'État vous accompagne, vous en tant que musulman, votre mobile est religieux, l'autre qui n'est pas forcément musulman, qui a un autre mobile aussi on dirait que pour des questions d'équité, d'égalité, donc une certaine injustice. Mais on ne va pas rentrer dans tout ce débat. Donc pour moi, c'est une question d'organisation, comme il l'a dit, et c'est difficile. Parce que je ne comprends pas. Vous voyez, regarde l'écart de coût. L'écart de coût pour 2022, c'est plus de 700 et quelques mille francs entre le coût public et le coût privé. Donc, pour le même produit, donc ça devient un peu compliqué. Mais il faut préciser que le coût public, enfin le coût gouvernemental a quelque peu augmenté par rapport au coût privé qui a aussi augmenté. C'est-à-dire, on parle de beaucoup plus, si on prend, ce n'est pas le même taux qui a été appliqué, c'est ça? Mais justement, ce que je suis en train de vous dire, le coût du Hajj, ici chez nous, est fonction obligatoirement du coût des prestations en Arabie Saoudite. Maintenant, quand ils disent que nous ne faisons pas de profit, tant mieux là. Nous faisons du profit.
Parce que nous sommes créés pour faire du profit. Nous sommes créés pour faire des revenus. Nous sommes créés pour créer de l'emploi. Nous sommes créés pour payer des impôts, des taxes. Et pour cela, il faut que nous gagnions. Donc, si nous devons gagner, nous avons un devoir de résultat. Quand nous parlons maintenant du coût du Hajj, qui est l'augmentation du coût du Hajj, je pense que vous avez demandé la raison de l'augmentation du coût du Hajj. C'est très simple là. Je vous ai dit que les taxes en Arabie Saoudite ont augmenté de plus de 300%. Il y avait 15% de taxes TVA. Et aujourd'hui, il y a des produits qui sont à plus de 400%. À cause de la Covid-19 seulement? D'augmentation. Allez-y savoir. Parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite est un pays pétrolier, qui a du pétrole, qui ne vit pas la crise pétrolière comme tout le monde. 400% d'augmentation. Donc la guerre en Ukraine, systématiquement surtout la guerre en Ukraine, ça a donné des augmentations du prix du carburant. Même en Arabie Saoudite, qui est un pays pétrolier qui ne dépend de personne. Même en Arabie Saoudite, j'ai donné également le coût du dollar qui a augmenté également. Donc tout ça, c'est les facteurs qui ont fait que ce n'est pas seulement la filière privée. Mais Madame Cissé, ce montant qu'on paye, il sert concrètement à quoi? Si on prend par exemple pour la filière, prenons pour votre filière, la filière privée, 4 675 000 francs CFA. Le téléspectateur qui nous regarde actuellement, qui veut peut-être faire le Hajj, quand il débourse une telle somme, il a droit à quoi? Il a droit à tout. Tout, c'est-à-dire? Il a droit d'abord au transport. Le transport en avion. D'accord. Aller-retour. Aller-retour. Il a droit au transport terrestre en Arabie Saoudite entre les différents sites. Il a droit à l'hébergement. Il a droit à la restauration. Il a droit aux différents aspects de l'encadrement. C'est-à-dire? L'encadrement voyage, l'encadrement religieux, l'encadrement médical. Donc il y a plusieurs prestations. Il n'y a pas de coût supplémentaire, il n'y a pas de... Une fois arrivé là-bas, on dit, bon, Wadibana, bon, nous sommes des prestataires de services. Nous ne travaillons pas comme l'État qui dit qu'eux, ils ne font pas de surcoût, qu'ils n'ont pas d'intérêt. C'est ce qu'ils ont dit, non? Nous, on a de l'intérêt parce que nous avons un devoir de résultat. Donc, nous sommes obligés d'avoir un supplément par rapport au coût global que génère le pèlerinage, par exemple. Sans ça, on ne serait pas entreprise. Une entreprise est obligée et a un devoir de résultat. Si nous n'avons pas ça, chaque année, la maison du Hajj, je suis désolé, il n'y a pas le représentant de la maison du Hajj. On a invité justement la direction du Hajj, mais malheureusement, on n'a pas pu les avoir. La maison du Hajj, le budget de la maison du Hajj, les entreprises touristiques, c'est-à-dire les agents de voyage, participent à plus de 86%. C'est un budget à hauteur de combien? C'est un budget... Je ne l'ai pas en tête. Nous avons des représentants dans le conseil d'administration, mais plus de 90%, 86% du budget de la maison du Hajj est fourni par les agences de voyage. Qui dit mieux? Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que l'État ne fait pas de profit pour les Hajj. Et c'est ce qu'ils disent. Mais pourquoi il ne se retire pas? Si réellement il n'y a pas d'intérêt, pourquoi l'État continue à s'impliquer, à être juge et partie dans l'organisation du Hajj? Si l'État, en tant qu'institution, ne profite pas, peut-être c'est des individus... Donc, pour tout donner à la filière privée, c'est ce que vous voulez dire? Que l'État puisse s'occuper du rôle de régulation. Ça va? On a demandé ça en vain. On a demandé, c'était une forte doléance. Ils s'occupent de ça et qui régularisent et qui font des contrôles pour les agences qui ne parviennent pas à respecter les cahiers de charges et qui soient sanctionnées. Au fait, moi je suis entièrement d'avis, parce que si on est dans une économie libérale des marchés, donc on devrait laisser ce secteur aux acteurs. Mais vous savez, souvent, il y a certains secteurs, quand ils atteignent un certain volume, ils deviennent du social. C'est comme quand l'État appuie souvent dans le domaine de l'électricité, d'autres choses, parce qu'ils savent que c'est sensible. Donc peut-être c'est en raison de cette sensibilité que l'État peut dire, bon, j'interviens. Non. Au fait, puisqu'on n'a pas les éléments de technique cités ici pour apprécier, et évitons de rentrer dans ces éléments de conjecture. Nous, on ne rentre pas si on sait. Voilà, non, si vous savez. D'accord. On va juste écouter ce point de vue donc on va dire un des représentants de l'État, puisqu'il s'agit du directeur général de la maison du Hajj, donc docteur Abdul Fattah Cissé, qu'on écoute, qui revient donc sur la différence de prix entre le Mali et certains de ces pays, certains pays voisins. Min fɔra
k'a fɔ ko o de ye an ka jamana dɔw ka prix donc jamana dɔw bɛ yen o ka comme terroriste kɛlɛtu ka jamana na u bɛ se k'u ka hiji musaka dɔ u bɛ se ka dɔ t'a la u b'a fɔ min ma ko subvention a bɛ se ka kɛ donc maintenant bon Mali to o lahalaya la donc maintenant an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn n'u jamana ninnu u yɛrɛ hali u ma u ka prix ninnu fixer officiellement voilà an n'u bɛ contacter la u bɛ k'an ɲininka an b'u ɲɛfɛ an bɛ organisation la an b'u ɲɛ à tous les niveaux u bɛ k'an wele k'an ɲininka ko bɛ kɛ cogo di voilà ka conseil ɲini an fɛ jamana ninnu u ka prix min fɔra o tɛ tiɲɛ ye sababa foyi t'a la min bɛ ka fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko u bɛ ka prix min fɔ o prix a tɛ se ka hiji yɛrɛ kɛ parce que n'i y'a jateminɛ hiji musaka yɛrɛ min bɛ don a la Arabie Saoudite o yɛrɛ voilà million a bɛ se fo $3 la donc maintenant fo avion billet bɛna fara kan ani musaka wɛrɛw u bɛ yen min bɛ fara kan tuguni donc cogoya si la min bɛ ka fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye maintenant minnu bɛ ka kɛ peut-être que u bɛ ka kɛ dɔrɔn ka Mali tɔgɔ tiɲɛ comme u delilen dɔ la voilà ou bien ka kuma dɔ fɔ min bɛ Mali lanɔgɔ sinon tiɲɛ foyi t'a la u ye jamana min fɔ k'a fɔ ko u ka prix de fɔra ten k'a ka comparer ni Mali prix ye jamana ninnu yɛrɛ hali u ma u ka prix di fɔlɔ voilà jamana ninnu m'u ka prix di fɔlɔ an ka kɛrɛfɛ jamana ninnu dɔ b'a la n'i y'a jateminɛ salon an ni jamana ninnu an bɛɛ de tun bɛ Maka an ka hiji an n'u ka hiji voilà a kɛra cogo min na bɛɛ y'a ye musaka min donna u ka hiji la ni musaka min donna an ka hiji la bɛɛ y'a ye an kun bɛ hôtel minnu kɔnɔ an kun bɛ service minnu na an ye service minnu k'an ka hijidenw ye ani olu yɛrɛ kun bɛ condition minnu na bɛɛ y'o ye donc o condition kelen in de bɛ continuer n'Ala sɔnna inchallah don n'a nataw la u bɛ n'u ka prix fɔ mɔgɔ bɛ se ka comparaison kɛ. Alors, une réaction par rapport à ce qu'on vient d'écouter, oui. Professeur Diamouté. Voilà, au fait, moi, je crois qu'il faut que les agents en général de l'État, de l'administration, évitent ce genre de comportement. C'est-à-dire? Oui, il faut parler avec les statistiques à l'appui. On vous dit le différentiel des coûts entre vous et vous. Dites simplement, au niveau administratif, voici ce que ça nous revient. Au niveau d'autres charges, ainsi de suite, et voici la proportion, la marge, etc. Mais parce que ça, c'est une profession de foi. Oui, non, ce n'est pas dans ça. Il faut qu'on en sorte quoi. C'est-à-dire ce qui est normal, ce qui est réel, c'est que l'immixtion de l'État dans le secteur induit une concurrence déloyale vis-à-vis de ces gens. Ça, c'est clair. Maintenant, on pourra résoudre que en disant réellement, voici la marge, c'est dû à l'implication de l'État entraîne une baisse de 10%, de 20%, de 30% en raison de tel ou tel secteur. Alors, donc, pardon de vous couper 2 secondes. On va regarder cette infographie qui va nous permettre de parler de façon concrète. En parlant des coûts des pèlerins maliens de 2018, donc de 2018 à 2022, on vient de parler de 2023. En 2018, le coût de la filière privée était de 2 850 000 francs CFA. Le coût de la filière gouvernementale à la même période, c'est-à-dire 2018, était de 2 363 000 francs CFA. En 2019, on était au même montant au niveau de la filière privée, même montant presque au niveau de la filière gouvernementale. C'est-à-dire qu'en 2019, la filière gouvernementale devait payer 2 363 615 francs. La filière privée est restée au même montant. Et en 2020, il y a eu une augmentation, même si on sait qu'il n'y a plus le pèlerinage, mais c'était à 2 950 000 francs pour la filière privée et 2 747 815 francs. En 2022, 4 675 000 francs contre 3 900 000 francs. Donc ça, c'était en 2022, l'année dernière. Donc, le gouvernement devait payer, en tout cas, les candidats au pèlerinage pour le compte du gouvernement devaient payer 3 900 000 francs en 2022 contre 4 675 000 francs pour la filière privée. Donc, ce montant qu'on a cette année. Nous ne pouvons pas donner le pourquoi du comment. Vous n'avez jamais discuté avec les pouvoirs étatiques, ils ne vous ont jamais expliqué? Non, ça ne nous concerne pas. Ce dont on a l'habitude, c'est que pendant que le ministère de l'administration territoriale avait en main l'organisation du Hajj, il y avait la grande commission d'organisation du Hajj, qui avait le ministère de l'administration territoriale, qui avait le ministère du tourisme, qui avait le ministère de l'immigration, il y avait le ministère de la santé et le ministère du tourisme. Donc, cette grande commission d'organisation du Hajj se mettait ensemble pour fixer le coût de la filière gouvernementale surtout.
C'est-à-dire le matin, nous avions une grande séance de travail où la commission d'organisation nous disait, voilà filière privée, nous, filière gouvernementale, c'est le coup que nous avons sorti et que nous allons annoncer ce soir. Alors en ce moment, on leur dit, donc demain, nous allons annoncer notre coup. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais on voit une différence énorme. On voit 2018, de 2018 à aujourd'hui, on a presque le double, plus d'1,8 million et quelques de différence quand je prends la filière privée. Non, je suis désolé. De 2018, puisqu'on parle... 500 000. Non, puisque en 2018, c'était de 2,850 000. Aujourd'hui, on est à 4 millions. Mais oui. Et eux, et la filière gouvernementale? Non, la filière gouvernementale est réduite. Et la filière gouvernementale est réduite. À on est à moins de 2 millions. Non, cette année, ils sont à combien? Par rapport à... Non, cette année, par rapport à l'année dernière même. 500 000, près de 500 000. Voilà. Nous aussi, nous sommes à combien? Nous avons suivi une proportion linéaire pratiquement. Nous n'avons jamais varié d'ailleurs. C'est l'année dernière et cette année qu'il y a une variation. Sinon, la filière privée a toujours été constante dans la tarification. Tout le temps constante. Nous sommes restés pendant combien d'années sur le même 2 950 000 là? Pendant combien d'années? Et j'ai dit bien, il faut vraiment que pour résoudre ces problèmes, que l'État accepte de se retirer, qui joue le rôle de l'arbitre. Mais partout, aussi, pardon de vous couper, bien sûr, je comprends bien. L'État est impliqué. Oui, impliqué dans beaucoup de pays, mais le Niger ils ont changé leur méthode de travail. Le Niger n'était pas dedans. Quand même, le coût a augmenté dû aux prestations en Arabie Saoudite. Il faut reconnaître que l'Arabie Saoudite maintenant va avec l'option d'optimiser les Hajj. Ça, c'est tout à fait... Ils l'ont dit, en 2016, ils ont annoncé Vision 2030, donc développer plusieurs secteurs, dont le secteur tourisme religieux. Donc, il fait que le coût des prestations, certaines prestations ont augmenté. Maintenant, par rapport au cas spécifique du Mali, est-ce qu'on peut redire? Et je pense, quand on regarde comment les choses fonctionnent, parce que tout le temps, les privés, ils attendent l'État. C'est que l'État fixe et ils vont augmenter au-dessus. Ça ne peut jamais être au même niveau. C'est systématique parce que quand on regarde Madame Cissé, ce n'est jamais au même niveau, c'est toujours le privé qui est au-dessus. On est d'accord. On dit que l'État ne gagne pas. Ils disent qu'ils ne font pas de profit. Et je dis, on laisse le dire. Quand on parle de l'impact économique des Hajj, l'État gagne. Les 13 000 pèlerins vont prendre des passeports. Ça, c'est l'État gagne. Ils vont faire des consultations médicales. C'est l'État qui reçoit. Les taxes qui sont payées à la maison des Hajj, je pense que c'était 25 000 pour chaque... non, 20 000 pour chaque pèlerin. Et les prestations au niveau pour la filière privée. Eux-mêmes, ils ne payent pas. Les pèlerins de la filière gouvernementale ne payent pas. Que l'État, quand on dit que l'État ne gagne pas, l'État gagne en réalité. L'État gagne les Hajj, tout le monde tire profit de cela. Et surtout... Donc, allez-y. Vas-y. Et surtout, l'État est dépensier. La filière gouvernementale est dépensière. Elle fait dépasser l'État. Les subventions, là, c'est qui paye? Ce n'est pas l'État. L'État paye à la maison du Hajj de l'argent pour le Hajj. Mais nous faisons gagner de l'argent à l'État. Alors, je vous rappelle que ce n'est pas un procès de l'État qu'on est en train de faire. Oui, professeur Diamoté. Voilà, quand on regarde, pourquoi l'administration doit être la base? Parce qu'il y a certains éléments que vous partagez en commun. Exemple, le coût du Hajj en Arabie Saoudite. L'État ne peut ni influer sur ça, comme vous. Maintenant, le billet d'avion, etc., l'État ne peut pas influer tant que ce n'est pas nos compagnies également. Peut-être le passeport, ça c'est... Maintenant, la différence, c'est quoi? Comme j'ai dit, c'est la gestion, l'administration, les subventions que l'État accorde. Donc, c'est ce qui peut constituer une différence. Maintenant, et donc, je comprends que vous attendez d'avoir que l'État fixe, et sur la base de ça, vous essayez de fixer votre marge. Nous partons 5%, 10%, mais aussi, vous avez parlé de quelque chose. Vous savez, moi, au-delà de ce débat, il faut que l'État... Au Mali, on est dans une économie de marché. L'État devrait se retirer. Et même le fait que l'État est là-dedans, c'est une injustice. Vous comprenez? Parce que c'est tout le monde qui paye l'impôt, etc. Vous partez, n'est-ce pas? Parce que pour des mobiles religieux, et que l'État prenne l'argent de tout le monde pour appuyer, comme on est dans un pays, etc. Maintenant, économiquement, quand on regarde, cette activité économiquement, quand on veut comparer, elle n'est même pas assez rentable pour le pays.
Non, parce que le Hajj, c'est une sortie d'argent. Ils ne font pas de coûts, ils ne font pas de bénéfices. Non, j'arrive. Non, c'est pas une question de bénéfices. Professeur Diamoutene, je vous promets qu'on va en parler tout à l'heure. On va parler justement de ce que rapporte le Hajj pour le Mali et même pour un pays comme l'Arabie Saoudite. Mais juste faire une petite comparaison. En regardant les données des pays voisins, le Hajj au Bénin en 2023, pour un quota de 4600, là-bas, ils n'ont qu'un seul prix qui est fixé, c'est 3 500 000 francs CFA pour le Bénin en 2023. Pour le Burkina Faso, on parle de 3 595 000 francs CFA. Pour la Côte d'Ivoire, c'est 2 161 000 francs CFA. Je précise qu'il y a certains pays qui bénéficient d'une subvention. La Côte d'Ivoire, c'est 2 161 000 francs CFA. Pour le Mali, donc on l'a dit tout à l'heure. Pour le Niger, c'est 3 840 francs CFA pour 2023. Au Sénégal, c'est 3 950 000 francs CFA. Au Togo, c'est 3 millions. Au Mali, on est à 4 millions, que ce soit pour la filière gouvernementale et la filière privée. Le Mali est loin devant en termes de coûts. Alors, au niveau des opérateurs agréés en Côte d'Ivoire, on parle de cette année en 2023, il y a 24 opérateurs agréés. Là, je pense que l'État vous a quand même donné la main. Au Mali, on a beaucoup plus. Est-ce que nous avons besoin de 700 organisateurs en réalité? Non, mais au niveau de 700, est-ce que c'est tous qui sont dans le pèlerinage? Sur le pèlerinage, c'est 700, au moins. Et l'année prochaine, nous serons 900. Madame Cissé, c'est ce qui explique le brouhaha qu'on a eu l'année dernière, le conflit qu'on a eu l'année dernière, où des gens ont payé, ils n'ont pas pu partir au Hajj, alors qu'ils ont payé, ils avaient déjà dit au revoir aux parents. Ça n'a rien à voir. Non, excusez-moi, monsieur Imam Diarra, ça n'a rien à voir. L'organisation du Hajj, là, ce n'est pas dépendant du nombre. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'au Mali, quand il y a une activité qui marche, qui semble marcher, tout le monde se rit dedans. Et c'est ça le problème du Hajj maintenant. Donc, les gens pensent qu'on gagne dedans, donc chacun se met dedans. Vous l'avez dit, vous gagnez. Non, si je dis gagner dedans. Vous gagnez aussi. Mais quand il y a eu les business centers, c'est pas la même chose. Oui. Quand il y a eu les, comment vous appelez là, les agents de communication, c'est pas pour rien accepté pour vous. Il y a eu cette association. Le GEPAC, accepté pour la le GEPAC s'est créé. Oui. Le GEPAC mais vous aussi, vous avez une association, mais malgré cette association... On n'a pas une association. On a 15 associations. D'accord. On a 15 associations. Des agences de voyage. Des agences de voyage. Et moi, je vous dis, je suis la coordinatrice de la commission d'organisation du Hajj. Et ces difficultés, on va en venir à bout, Inch'Allah. On va devenir à bout. Alors, madame, si c'est pour revenir rapidement à ma question, l'année dernière, il y a des gens, des pères de famille, des mères de famille, des jeunes qui ont déboussé, qui ont dit au revoir même à la maison, qui se sont rendus à l'aéroport pour dire qu'ils vont prendre leur vol pour aller au Hajj. On leur a dit que le quota était atteint, qu'ils ne pouvaient pas voyager. Parce que nous avons fait 3 ans sans pèlerinage. Mais pourquoi avoir pris l'argent des gens? Les gens ont continué à s'inscrire. Et que nous avons demandé à l'État de demander un quota supplémentaire à l'Arabie Saoudite. Voilà là où le problème a été posé. Il me semble que l'Arabie Saoudite n'a pas accepté. Donc le problème s'est posé en ce moment. Mais entre-temps, au niveau des agences, on continue à prendre des clients, on ne refuse personne? Excusez-moi, je parle sous le contrôle de l'imam. Nous avons ensemble votre structure, le Haut Conseil islamique. Il y avait, nous sommes partis voir le Haut Conseil même, pour que le Haut Conseil aille voir les autorités pour demander un quota supplémentaire afin que le surplus d'inscription qu'il y a eu puisse être jugulé. Malheureusement, ils n'ont pas eu gain de cause. Les gens ont fait, on est resté pendant 3 ans, pendant que les gens sont en train de s'inscrire. Et le quota a été dépassé. Si le quota a été dépassé, les gens ne pouvaient plus partir. Qu'est-ce qu'on fait? Mais est-ce que vous les avez remboursés? Est-ce qu'ils ont été remboursés? Ah, mais qui n'est pas remboursé? Parce qu'aujourd'hui, on parle de prendre ces personnes, et les ajouter sur le quota. Je suis désolée. Il y a une période de grande difficulté. Parce que les agents, comme vous le dites, il y a plein de choses à régler au niveau des agents. D'abord, il faut qu'il y ait une banque qui accepte de financer le Hajj. Il n'y a rien. Les agents, ils sont là. C'est quand les pèlerins payent qu'on va travailler. Mais tant qu'on est sur cette voie-là, il est sûr et certain qu'il y a toujours des problèmes de ce genre.
Imam Diarra. Donc il y a le problème de financement, comme elle a dit, donc je proposais peut-être le fonds de garantie. Et je sais que par rapport au Hajj, que le Hajj est rentable. Et, comme Madame aussi a reconnu, il est rentable. Et si n'était pas rentable, voilà. Il y a 700. Et chaque année, il y a des agences qui se créent. Et après chaque Hajj, il y a des gens qui... Voilà, des agences qui s'éclatent. Donc c'est rentable. Essayons de rendre le Hajj beaucoup plus facile ou rendons les services que les agences vont fournir aux pèlerins beaucoup plus à la hauteur du souhait. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent par rapport aux services, par rapport au traitement, l'hébergement, la restauration, même l'encadrement pour certaines agences. Il y a des agences qui font vraiment beaucoup d'efforts. Mais il y en a d'autres aussi, vraiment, où c'est des ordres. Donc, je pense que si réellement l'État, on libéralise un peu, on donne aux gens la possibilité de fixer leur prix. Si la base des charges là-bas, il y aura des concurrences qui vont s'installer sur des prix et qui va jouer sur le coût. Ça ne va pas jouer sur... donc ça ne va pas créer beaucoup plus de problèmes s'il n'y a pas un prix uniforme, un prix que toutes les agences peuvent... Excusez-moi, Imam Diarra. Oui. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on essaie de lâcher, qu'on laisse libre cours aux agences de fixer des coûts. Parce que je vais vous dire pourquoi. Il y a des tarifs bas qui réclament des prestations basses. Des gens vont vous donner des tarifs, vous allez être très content. Ah, ça seulement, ah, ben, moi je m'en vais avec vous. Mais en réalité, qu'est-ce qui va se faire à la Mecque? Voilà. C'est le rôle de l'État maintenant de réguler. Les régulations. De réguler. L'État doit réguler. Il faut que l'État quitte son rôle commerçant, que l'État soit une agence de régulation du pèlerinage. Peut-on réduire le coût du Hajj au Mali? Si oui, comment? Nous en débattrons dans une poignée de secondes avec nos invités. À tout à l'heure.